Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous présenter mon troisième point lecture pour le mois d'avril. Et dans cette vidéo, je vous parlerai donc de Je n'existe plus, le dernier roman par Béatrice Bottet publié chez Scrinéo. Je vous parlerai ensuite du dernier roman d'Olivier Norek, Surface, publié chez Michel Lafon. Puis ce sera au tour de 10 battements de cœur par Naïma Muraille Zimmerman, aux éditions École des loisirs. Après, je vous parlerai de Phare 23 par Hugues Howey, aux éditions du Livre de Poche. Et je terminerai du côté des romans avec Un poids sur le cœur par Yael Hassan, aux éditions de Nathan. Et ensuite, je vous parlerai également de deux séries graphiques. Tout d'abord, j'ai lu le début de la série Les Beaux Étés par Zidrou et Jordi Lafèvre, donc avec les tomes 1 et 2. Et je vous parlerai également cette fois-ci de la fin de la série Éclat d'âme de Yuki Kamatani avec le tome 3 et le tome 4. Je vais donc démarrer tout de suite et je vais démarrer avec Je n'existe plus par Béatrice Bottet, publié aux éditions Scrinéo, que j'ai reçu de leur part et je les en remercie. Je n'avais jamais lu de roman de Béatrice Bottet, sa série de La Dame en Rouge me tente énormément depuis plusieurs années, mais je n'ai pas encore eu l'occasion de la découvrir. Voilà, celui-ci me tentait vraiment bien, puisqu'en fait on nous explique que ça se passe dans un futur très lointain, sur une autre planète. Et on suit en fait deux associés et en fait un homme et une femme, et la femme va se lancer dans une expérience, sauf que suite à cette expérience elle va se rendre compte que finalement eh bien, les gens ne la remarquent plus, que c'est comme si elle devenait transparente et qu'elle s'effaçait, on ne la retrouve plus dans les fichiers, les ordinateurs ne détectent plus ses mots de passe, ne l'identifient plus même comme une personne existante. Et du coup voilà, avec son associé ils vont essayer de résoudre ce problème. J'ai beaucoup aimé tout l'aspect futuriste, toutes les réflexions qu'entraîne justement cette disparition de soi. Et en fait tout ça va les amener à retourner dans le passé, ce qui tombe bien puisque ce sont des voyageurs spatio-temporels. Et ça va les amener à se rendre dans le passé pour en fait modifier un petit peu le cours de l'histoire et permettre du coup à nouveau à Armance de pouvoir exister. Et du coup voilà, ils vont remonter à ce moment-là, et quand ils remontent dans le passé, je vais vraiment pas trop vous en dire parce qu'on ne l'aborde pas du tout, mais voilà, c'est une sorte de réécriture de conte qui s'installe et je dois dire que j'ai moins apprécié cet aspect-là, ça m'a un petit peu perdu. En fait voilà, j'aimais beaucoup l'aspect futuriste et j'aurais préféré finalement que ça se concentre plus là-dessus et moins sur la sorte de réécriture de conte qui s'installe ensuite, même si elle était plutôt sympa. Mais voilà, en tout cas ça a été une bonne lecture pour moi, ça m'a donné très envie de découvrir d'autres romans de Béatrice Bottet. Et si l'histoire vous intéresse, je vous invite à le découvrir à votre tour, je lui ai mis la note de 16/20. Ensuite, j'ai donc lu le dernier roman d'Olivier Norek, à savoir Surface, publié aux éditions Michel Lafon. J'avais lu l'année dernière Entre deux mondes, très exactement je l'avais écouté en livre audio et ça avait été une très belle, très forte et très horrible à la fois lecture, puisque Entre deux mondes se passait dans la jungle de Calais, et Olivier Norek est policier, et à chaque fois en fait pour écrire ses romans il s'immerge vraiment dans le contexte qu'il veut décrire, et donc il a vécu dans la jungle de Calais et il expliquait que voilà, finalement toutes les horreurs qu'il y a dans son livre, il n'a rien eu besoin d'inventer, tout vient juste des témoignages qu'il a reçus et ça rend le roman encore plus fort et encore plus atroce. Mais en tout cas voilà, j'avais été hyper embarquée dans ce récit, et du coup forcément quand l'attaché de presse de Michel Lafon a proposé celui-ci, et je me suis ruée dessus, j'avais très envie de découvrir Olivier Norek dans autre chose. Et cette fois-ci donc on change complètement de décor, on va suivre Noémie Chastain, qui est une brigadière de police de la police parisienne, donc voilà, elle est très réputée. Sauf que suite à une intervention assez lourde, elle va se retrouver défigurée, la personne qu'ils appréhendaient va lui tirer au visage, et donc voilà, elle va se retrouver défigurée, et pour sa convalescence et pour l'éloigner un petit peu de Paris, on va décider de l'envoyer dans le trou perdu de l'Aveyron. Et en fait là-bas c'est un petit village dans lequel il ne se passe absolument rien, c'est d'ailleurs pour ça qu'on l'envoie là-bas. Et ils sont même en train de réfléchir à fermer cette brigade-là qui ne sert finalement plus à rien. Sauf qu'il va se passer quelque chose et on va retourner, et du coup on va découvrir avec Noémie toute cette affaire. Et je veux dire que c'est une affaire que j'ai particulièrement aimée, qui replonge vraiment dans les secrets de famille, les secrets du village, etc. Vraiment dans un passé enfoui, et j'ai vraiment bien aimé ça, je trouvais que c'était très bien joué. Et j'ai trouvé en plus de ça qu'Olivier Norek arrivait vraiment bien à nous laisser des choses, à nous laisser des surprises jusqu'au bout du récit, et qu'on n'arrive jamais vraiment à tout deviner. Donc voilà, ça a été vraiment une bonne lecture pour moi.
C'est clairement pas aussi fort que Entre deux mondes, mais aussi parce que ce ne sont pas les mêmes sujets. Mais je dois dire que j'ai quand même beaucoup apprécié et je lui ai mis la note de 17 sur 20. Donc voilà, je vous recommande très vivement. Je n'ai pas du tout lu sa première trilogie, voilà, qui comprend les 3 premiers livres qu'il a publiés. Mais pourquoi pas à l'occasion. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vais continuer à suivre Olivier Norek. Ensuite, j'ai lu 10 battements de cœur par Naïma Muraille Zimmerman, publié à l'école des loisirs. Je dois dire que j'avais été très attirée par cette très jolie couverture. Et puis par le contexte historique, puisque ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale à Londres. Et donc voilà, moi j'avais très envie de découvrir ça. Dans le résumé, on nous explique qu'on va suivre Isabella White, qui est une jeune fille de bonne famille. Et sa famille en fait est très liée avec une autre famille qui est la famille des Chapelle. Et notamment Isabella, elle est liée avec leur fils Andrew qui a 2 ans de plus qu'elle. Ils ont grandi ensemble et Andrew est une sorte de protecteur pour elle. Voilà, enfin, on va comprendre qu'il y a une sorte de rapport un peu étrange qui unit ces 2 familles. J'ai beaucoup aimé le contexte historique, effectivement. Le personnage d'Isabella, j'ai fini par m'y attacher, même si c'est vrai qu'au début, on a plus envie de lui mettre une paire de claques qu'autre chose, mais bon, heureusement, ça passe un petit peu ensuite. Le personnage d'Andrew, pour le coup, je l'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé vraiment tout le traitement de la Seconde Guerre mondiale, des bombardements, des enfants qui étaient envoyés dans les campagnes londoniennes, etc. Tout ça, j'ai beaucoup aimé. Après, il y a une petite part de fantastique qui s'est mise dans le livre, et je ne pensais pas du tout qu'il y en avait une. Et je dois dire que voilà, j'ai bien aimé cet aspect-là, mais finalement c'est pas ce que je retiens le plus. J'ai trouvé ça intéressant, mais voilà, finalement l'aspect historique m'a plus intéressée que ça. Mais en tout cas voilà, ça a été une bonne lecture pour ma part. C'est un roman qui se lit bien, j'ai vraiment bien aimé l'écriture. Je trouve que c'est plutôt bien écrit et je lui ai mis la note de 16 sur 20. Je vous recommande la découverte. Ensuite, après ces 3 bonnes lectures, j'ai eu une lecture un petit peu plus mitigée et surtout une lecture beaucoup plus bizarre, on va dire ça comme ça. Et il s'agit de Phare 23 par Hugo Way, publié aux éditions du Livre de Poche que j'ai reçu de leur part. Comme d'ailleurs tous les romans que je vous présente dans cette vidéo, ce sont tous des services presse. Mais du coup voilà, donc Phare 23, quand il était proposé dans la liste du Livre de Poche, il y a plusieurs choses qui m'ont fait me dire pourquoi pas tenter. Tout d'abord, Hugo Way est l'auteur de la série Silo, qui a quand même eu qui a eu une très bonne presse et de très bons retours. Et puis le fait que ça s'appelle Phare 23, voilà, je suis une grande amatrice de tout l'univers marin et notamment des phares. Et du coup voilà, ça me tentait bien et de voir le détournement puisque ça se passe donc au 23e siècle et que nous allons suivre un homme que je sais plus comment il s'appelle, qui est envoyé en fait dans un phare au 23e siècle et ce phare en fait est un guide mais pour les vaisseaux. Et du coup voilà, lui en fait, le phare se charge d'orienter les vaisseaux, d'éviter qu'il y ait des collisions, etc. Et lui eh bien, se charge de l'entretien du phare et de vérifier à ce que tout se passe bien, etc. Sauf qu'il vit une vie qui est du coup complètement isolée. Mais en tout cas voilà, c'est vrai que la réinterprétation du phare dans le futur de cette manière-là m'intéressait. Et de ce côté-là, j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Après, le truc, c'est qu'en fait, l'auteur part dans un délire, mais alors assez impressionnant à plusieurs moments, notamment la seconde partie, pour ceux qui ont lu le récit. L'auteur fait la rencontre d'un caillou qui parle. Voilà. Et donc, il y a toute une partie avec un caillou qui parle, et moi, quand je lisais ça, j'étais un peu en mode... Oui, voilà, ça veut autant dire que ça m'a un peu perturbée, et puis le reste du récit aussi. Il y a des choses qui sont intéressantes et qu'on peut beaucoup plus facilement rattacher à notre monde, à nous, heureusement, notamment tout ce qui est voilà, finalement du futur des soldats, puisque ce gardien de phare a été un ancien soldat qui a été très marqué par ce qu'il a vu pendant la guerre, et voilà, et finalement c'est un petit peu pour ça aussi qu'on l'a envoyé sur un phare complètement désert, et puis du coup il y a toute la souffrance de la solitude, etc., qui sont également abordés. Donc voilà, il y a quand même pas mal de thèmes intéressants, mais c'est vrai que c'était quand même assez étrange. Si vous aimez les lectures un peu étranges en SF, ben foncez, mais je dois dire que pour ma part, ça m'a un petit peu perdue quand même, et du coup je lui ai mis la note de 14 sur 20. Ensuite, pour terminer donc sur les romans, j'ai donc lu Un poids sur le cœur par Yael Hassan. Alors j'ai vu plusieurs dates de sortie, mais apparemment il me semblerait qu'ils sortent demain, au moment où je vais poster cette vidéo. Et du coup c'est l'histoire de Marjorie qui est en 4e
et que tout le monde à qui tout le monde a toujours dit qu'elle était grosse et qu'elle était moche. Enfin voilà, et elle en souffre beaucoup, elle est vraiment la risée de la classe, etc. Jusqu'au jour où va arriver une nouvelle qui s'appelle Jo. Et Jo est une fille qui ne se laisse pas marcher sur les pieds, c'est le moins qu'on puisse dire, qui a du répondant et qui va un petit peu prendre Marjorie sous son aile et lui dire que, eh bien voilà, en fait, elle n'a pas de raison de se dénigrer à ce point, qu'elle peut s'aimer, qu'elle peut aussi envoyer bouler les gens qui l'emmerdent et tout ça. Et donc voilà, finalement, c'est une jolie histoire d'amitié, c'est une histoire d'amitié qui est assez simple finalement, c'est juste deux personnes qui se rencontrent et qui vont s'aider l'une l'autre en se prodiguant des conseils sur la vie de tous les jours et en changeant un petit peu le regard qu'elles ont chacune sur elles-mêmes. Voilà, ça parle beaucoup donc de l'acceptation de soi, du regard des autres, de l'amitié également. Et j'ai trouvé que tous ces thèmes étaient bien traités. C'est un roman qui fait les choses de manière assez simple, il n'y a pas de grand drama. Mais voilà, c'était bien fait et je dois dire que j'ai plutôt été surprise en bien. Pour ceux qui ont lu Gros sur le cœur de Karen Pons, qui est sorti récemment, qui se passait cette fois-ci dans un lycée, je pense que vous aimerez celui-ci si vous avez aimé Gros sur le cœur. On est sur les mêmes thématiques et je trouve qu'elles sont abordées un petit peu de manière similaire. En tout cas, voilà, j'ai bien aimé, j'ai mis la note de 7 sur 20. Et du coup, pour terminer, je vais donc vous parler de mes lectures graphiques avec tout d'abord la série Les Beaux Étés par donc Zidrou et Jordi Lafèbre. Aux éditions d'Argo. Ça me tentait bien. En fait, j'avais vu passer les couvertures, elles me parlaient bien. Et j'ai déjà lu plusieurs bandes dessinées de Zidrou et je dois dire que j'aime beaucoup ce qu'il fait. C'est un auteur. J'avais jamais lu par contre quand c'était dessiné par Jordi Lafèbre. Mais j'aimais vraiment bien le travail de Zidrou, du coup voilà, je me suis dit que j'allais tenter. En fait, on suit l'histoire d'une famille belge dont le père est dessinateur et qui ont pas mal d'enfants. On va les suivre sur plusieurs étés de vacances. Le premier tome se passe en 1973 et le second se passe en 1969. Donc en fait, on remonte dans le temps à chaque fois. Je crois que pour l'instant, il y a 4 ou 5 tomes publiés. Je ne sais pas si la série est terminée, je suis désolée. Et en tout cas, je veux dire que j'ai bien aimé. On est quand même sur une famille qui est assez atypique, assez drôle et à qui il arrive toujours plein d'aventures assez abracadabrantes. Et en même temps, il y a voilà, un côté vraiment très nostalgique de l'été. Et puis le contexte historique également est quand même assez bien présent. Et j'aime bien tout ça, ça raconte finalement des histoires de famille qui sont assez simples, qui peuvent se raccrocher à des familles du quotidien. Ça parle de la vie de couple, des enfants, des problèmes aussi que peuvent avoir les enfants qui sont un petit peu abordés, etc. Donc voilà, il y a vraiment plein de belles choses qui sont abordées dans ces bandes dessinées. Je lirai la suite avec grand plaisir. Et je vous recommande de la découvrir. J'ai une petite préférence pour le tome 2, même si dans le tome 1 il y a un bébé qui est très drôle. Le tome 2, voilà, j'ai trouvé un petit peu plus mignon et il avait un petit côté nostalgique en plus que j'ai particulièrement aimé. Mais en tout cas, je vous recommande les deux. Et puis la série de manière générale. Et ensuite, j'ai donc également lu la fin de la série Éclat d'âme avec le tome 3 et le tome 4. De Yuki Kamatani aux éditions Akata. La série Éclat d'âme en fait est une série qui a été écrite par Yuki Kamatani, oui, je vais y arriver, qui se définit comme non-binaire et c'est une série qui parle de personnages LGBT qui se retrouvent en fait dans une association et c'est une association qui rénove des établissements et nous on va suivre un personnage principal qui s'appelle Tatsuku. Et notre personnage principal de Tatsuku est un jeune adolescent qui est gay et qui n'a pas fait son coming out, qui a un peu de mal à l'accepter. Il y a des rumeurs, etc. au lycée pardon, qui sont un petit peu difficiles. Et il va faire en fait la rencontre donc, de ce groupe de discussion qui rénove aussi donc, des maisons. Et il va faire également par là la rencontre de différents personnages. Mais voilà, en fait, moi je pensais que ce serait que dans chaque livre on parlerait de personnages différents et c'est pas le cas, il y a quand même vraiment le personnage de Tatsuku qui est le personnage principal de l'ensemble de la série et après effectivement il rencontre des personnages en plus mais par exemple dans le tome 4 on voit pas mal donc ces deux femmes mais elles sont présentes dès le premier tome donc voilà on a vraiment une continuité du côté de la série. Pour ce qui est du tome 3 je l'ai bien apprécié, j'ai beaucoup aimé le traitement qu'il y a du regard des autres qui
qui est très intéressant et qui vraiment pousse à réfléchir et qui est de se dire en fait que bah voilà, même si tu penses bien agir, et bah parfois non, et il y a des choses qui ne se disent pas et voilà, enfin tout ça c'est intéressant, et de dire que même si tu comprends que dans certaines situations et bien ça marche, il y en a peut-être d'autres dans lesquelles tu ne comprends pas le mal que tu peux faire à travers tes mots, et je trouve que tout ça est bien traité. Donc voilà, pour ça j'ai bien aimé le tome 3. Après j'ai toujours un petit peu de mal en fait avec l'histoire qui existe entre Tatsuku et quand même, comment il s'appelle, Tsubaki. Voilà, j'ai toujours un petit peu de mal avec le personnage masculin de Tsubaki. Mais bon, voilà. Et pour ce qui est du tome 4, j'ai trouvé que c'était un très bon final. J'ai beaucoup aimé toute l'histoire autour de Monsieur Chaiko, qui est un vieil homme. J'ai beaucoup aimé en apprendre un petit peu plus sur l'hôte, qui est la personne qui dirige le salon de discussion. Puisqu'on finit quand même par apprendre quelques petites choses sur elle, et puis la réunion de tous les personnages à la fin, etc. Voilà, ça fait chaud au cœur, donc ça a été une belle conclusion pour cette série. Je crois que j'ai mis la note de 16 sur 20 au premier tome, de 17 au second, j'ai mis la note de 17 également au troisième, et j'ai mis la note de 18 au dernier tome. Donc voilà, vraiment une chouette série. Si vous cherchez une série qui traite justement de personnages LGBT, mais de personnages LGBT dans leur ensemble, parce qu'il y a vraiment un spectre assez large, et beaucoup aussi voilà, du regard des autres, de l'acceptation, etc. Je vous invite à la découvrir, c'est une série qui est très mignonne, que je trouve bien faite, qui a de bonnes réflexions, et voilà. Sur ce, j'en ai donc fini avec ce point lecture, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si certains de ces livres vous tentent, ou si vous en avez déjà lu certains, et ce que vous en avez pensé. Puis bah pour ma part, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!